Vendredi 13, dans la cordillère. Henri Guillaumet s'élance de Santiago du Chili, direction Buenos Aires. La cordillère descend se dresse devant lui, muraille à souffle glacé, hérissée des pics monstrueux. Dans son coffre, le courrier à destination de l'Europe. Il fêtera bientôt sa 100e traversée. Dehors, une tempête hurle. Son poté 25 se charge de glace et résiste tant bien que mal aux furieux remous. Mais soudain, il perd de l'altitude. Comme si une main invisible le poussait vers le sol, le pilote doit atterrir n'importe où dans la neige. L'avion se renverse nulle part. Des avions vont venir, espère l'aviateur. Le courrier, Guillaumet le rentre sous la carlingue et laisse passer 2 longs jours, 2 longues nuits. Enfin, la tempête se calme. Un avion. Guillaumet est sauvé. Non, l'avion ne le voit pas. Le silence s'abat sur lui. Ultime chance, il faut marcher jusqu'à l'Argentine. 60 km, enneigé, accidenté. La marche est insupportable. Il trébuche, glisse, chute, glisse encore, se relève. Il le sait, s'arrêter dans ce froid extrême, c'est mourir. Ses pieds commencent à geler. Ne pas penser, faire un pas, encore un pas. C'est toujours les mêmes pas qu'on recommence. Ma femme, si elle croit que je vis, croit que je marche. Mes camarades croient que je marche. Ils ont tous confiance en moi. Je suis un solo si je ne marche pas. Chute au fond d'un ravin. Guillaumet ne peut presque plus respirer. Ferme les yeux. Non, remonte. Froid comme la mort. Ses pieds sont enflés. Ses chevilles saignent. À chaque pas. Cela fait maintenant 5 jours. Comment peut-il encore marcher? Enfin, il voit un Jean Piezan. Il est sauvé. Le courrier est récupéré 6 mois plus tard et expédié avec cette simple mention « retard dû au service ». Cinquième et dernière étape, survoler l'océan à aller et retour. En 1930, l'aéropostale a encore un grand défi à relever, passer par-dessus l'Atlantique puis revenir. Le 12 mai, à Saint-Louis du Sénégal, Dabri, Gimier et Mermoz prennent place à bord d'un LAT-28 équipé de flotteurs. Les yeux rivés sur Natal, au Brésil, soit 3150 km à parcourir. Surgit bientôt devant eux le redoutable poteau noir où les vents des 2 hémisphères s'empoignent et s'affrontent furieusement. Les 3 hommes passent et déjà la pointe du Brésil apparaît. Le courrier peut désormais parcourir 13 700 km en 4 jours. L'hydravion repartira, mais cette fois, Mermoz devra amérir. Le courrier et les pilotes seront sauvés de justesse. On recommencera. La fin de la ligne. L'aéropostale est une aventure extraordinaire, mais pas seulement. Avant tout, c'est une entreprise commerciale. 1929, une terrible crise économique ébranle le monde. L'aéropostale vacille.
l'État français se désengage, l'aéropostale sombre. 4 ans plus tard, tout est terminé. La compagnie fusionne avec d'autres au sein d'une entité unique qui devient Air France. Le temps des égaux s'achève. Qui va continuer à acheminer le courrier? De fraternité et d'aventure, l'aéropostale devient souvenir et poésie. Et ces dernières figures, comme elle, ils disparaissent dans les cieux. En 1936, colonel de bord, le génial mécanicien qui sait que les nouveaux hydravions ne sont pas à la hauteur. Puis l'immortel Mermoz qui tombe dans l'Atlantique et pour qui le véritable accident aurait été de mourir dans son lit. Guillaume et Rennes dévorés en 1940 par une nouvelle guerre. En 1944, Saint-Exupéry sombre seul. Le dernier, il s'évanouit du monde. Doga survit. Lui va voler le Concorde supersonique en 1969. Il sera enterré sur le site de l'aérodrome du Montauban à Toulouse. Cette histoire a été racontée par Arthur, Angelina, Ninon, Nicolas, Yveline, Artem, Nia, Nico, Margarita, Nour, Chelsea, Riyad, Raphaël, Oxinia, Alexandre, Shaima, de la classe EPU2A de Monsieur Richard, dans le cadre du PDEAC 2022-2023, au collège Jeanne Massé de Perpignan. Ça va, commandant? Super. Là maintenant, tu t'alignes et on va tirer un peu pour descendre un peu moins vite. Voilà, très bien. Tire un peu. Tire. Voilà, encore un petit peu. Comme ça, très bien. Parfait. Et là, voilà, il faut gérer. Voilà, très bien. Bouge plus. C'est parfait. Et là, tire. Voilà, super. Alors, on va réduire un peu la vitesse. C'est bien. C'est super. On va commencer à découvrir comment fonctionne le logiciel Audacity. Donc vous allez apprendre à vous en servir. Vous avez tous un micro. Le pied de micro, c'est pour qu'on ne touche pas le micro. Vous ne touchez jamais le micro. Ici on a des sons, plein de sons d'avion. Mais c'est que la première page. Il y en a 7 pages. 7 pages de bruit d'avion. Si je clique sur le premier, écoutez ce que ça donne. Regardez. Je clique sur le premier, c'est un Airbus qui décolle. Clic.